L'armistice du 11 novembre 1918 fut accueilli dans toute l'Europe comme le point final de toutes les guerres. Presque aussitôt, les grandes puissances maritimes mondiales, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, celle du militarisme et donc du réarmement. Malgré les engagements pris, la plupart des gouvernements tentèrent de contourner les restrictions de la conférence de Washington. L'Allemagne, elle, n'avait pas participé à celle-ci. La flotte impériale s'était sabordée à Scapa Flow en 1919 et les clauses draconiennes du traité de Versailles empêchaient théoriquement toute reconstitution. Toutefois, au milieu des années 30, ces restrictions étaient plus ou moins ouvertement tournées par le gouvernement allemand et l'ex-marine impériale se mettait à revivre. Dans les mois précédant la guerre, Hitler souligna dans ses discours l'importance qu'il attachait à un blocus de l'Angleterre en cas de conflit. De son côté, l'amirauté britannique mit au point un plan destiné à isoler le Troisième Reich. La toute jeune Kriegsmarine était encore loin d'être au point, mais son chef, le grand amiral Raeder, avait reçu l'assurance du Führer que celui-ci ne se lancerait pas dans la guerre avant 1944. Cela donnerait le temps à la flotte d'être à la hauteur de sa rivale, la Royal Navy. Le 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahirent la Pologne sans déclaration de guerre. 2 jours plus tard, à l'expiration d'un ultimatum, laissant au Reich le temps de se retirer, la Grande-Bretagne entra en guerre. Quelques heures plus tard, l'U-30 du lieutenant de vaisseau Lemp torpillait par erreur le transport britannique Athenia. La Kriegsmarine se révéla dès le début du conflit mal préparée à la guerre. Les grands navires de surface en particulier n'étaient ni assez nombreux, ni assez adaptés au type de combat ouvert qui vont notamment caractériser la bataille de l'Atlantique. La stratégie du commandement était orientée vers le blocus de la Grande-Bretagne et les bâtiments étaient en conséquence préparés à ce type d'engagement et non aux batailles classiques contre les navires alliés. La lecture du règlement de la Kriegsmarine éclaircit parfaitement cet aspect du conflit. Certaines méthodes d'attaque ne devront jamais être écartées sous prétexte qu'elles pourraient être contraires aux règlements internationaux. Le torpillage de l'Athenia sembla confirmer cet état d'esprit, et l'amirauté britannique l'interpréta comme la preuve que la guerre maritime serait sans merci. Elle abandonna aussitôt la stratégie mise au point avant la guerre, basée sur les patrouilles et les opérations exécutées loin des routes marchandes. À sa place fut conçu un système de convois, protégé par des bâtiments de guerre et un blocus parallèle du Troisième Reich. La bataille de l'Atlantique débute sous la forme de raids contre les navires de ravitaillement et leurs escorteurs. Ces combats sporadiques n'entraînent pas de véritables batailles et n'impliquent pas plus de 2 ou 3 bâtiments de surface. Mais la responsabilité des agressions contre les navires alliés est neutre,
repose bientôt sur les seuls U-boats de l'amiral Dönitz. C'est à la fin de l'année 1939 qu'ont lieu les premières attaques de ce que l'on appelle très vite les loups gris. Ceux-ci mettent au point une tactique qui leur permet de remporter de nombreuses victoires. Aussitôt aperçue la fumée ou la silhouette d'un navire ou d'un convoi, la meute des U-boats, dispersés dans une zone, se réunit grâce à la liaison radio et attaque alors en force. Après celle des sous-marins, la menace la plus importante est celle des mines. Anglais et Allemands utilisent la même technique et mouillent ces armes mortelles, dissimulées entre deux eaux, aussi bien sur les routes traditionnellement suivies par les navires marchands qu'à l'entrée des ports. Les pertes en bâtiments et en marins sont rapidement très importantes. À eux seuls, les Alliés ont perdu, à la fin de 1939, plus de 250 000 tonnes. La première grande bataille navale a lieu en décembre. Peu de temps après le début des hostilités, la Kriegsmarine a en effet mis en place un important dispositif de sous-marins et de navires de surface en mer du Nord et dans l'Atlantique Nord. Parmi ces bâtiments, le cuirassé de poche Graf Spee, commandé par le capitaine de vaisseau Langsdorff. Durant tout l'hiver 1939, le Graf Spee opère contre les navires marchands hors de la zone couverte par les U-boats. À la mi-décembre cependant, après être passé dans l'Atlantique Sud, il est pris en chasse par les croiseurs britanniques Achilles, Ajax et Exeter. La bataille s'engage le 13 décembre, dans le Rio de la Plata. Ayant subi d'importants dommages matériels et humains, le Graf Spee se réfugie dans le port neutre de Montevideo. Langsdorff espère s'y refaire, mais les autorités uruguayennes lui donnent le choix entre l'internement et le départ. Le port est bloqué par les vaisseaux anglais qui attendent leur proie. Les négociations diplomatiques ayant échoué, le capitaine Langsdorff appareille le 17 et s'aborde son navire avant de se suicider. Le Graf Spee, qui apparaissait comme un bateau mythique, avait cependant révélé ses faiblesses au combat. Sa perte fut pour la Kriegsmarine plus morale que matérielle. La bataille de l'Atlantique se poursuit avec acharnement au début de 1940. En avril, les Allemands ont réussi à couler 239 navires marchands, chiffre qui atteindra 1059 à la fin de l'année, dont 349 à l'actif des seuls sous-marins. La flotte de surface, si elle intervient également, ne se montre pas très efficace. L'industrie de guerre allemande entraîne de très importants besoins d'acier. Le fer nécessaire provient essentiellement du nord de la Suède. Or, le port principal d'approvisionnement, Luleå, étant pris par les glaces une partie de l'hiver, les Allemands utilisent le port de Narvik, en Norvège. Malgré la neutralité de ce pays, les Alliés décident d'occuper Narvik, afin de couper cette fameuse route du fer. Cependant, conscient de l'importance industrielle et stratégique de cette région, Hitler coupe l'herbe sous le pied des Alliés.
Le 8 avril 1940, les forces allemandes lancent sur les côtes norvégiennes une opération combinant une attaque amphibie et aéroportée. Elle est soutenue de l'intérieur par la 5e colonne du major Vidkun Quisling et de son parti national-socialiste norvégien. La réponse des Alliés est rapide. Des troupes franco-britanniques assistées d'une brigade polonaise débarquent à Bjervik et progressent vers Narvik. La RAF et la Royal Navy attaquent les navires de la Kriegsmarine et endommagent 3 croiseurs. 2 autres engagements ont lieu devant Narvik le 10 et le 13 avril. Les navires de surface coulent un U-boat et 10 destroyers. Malgré leur contre-attaque continuelle, les sous-marins de Dönitz ne peuvent toucher qu'un seul bâtiment allié. Leurs torpilles, défectueuses, n'obtiennent pas les résultats attendus. À terre, les chasseurs de montagne du général Dietl ont plus de succès et la situation en Belgique et en France entraîne, le 27 avril, l'évacuation du corps expéditionnaire. Les Allemands peuvent ainsi resserrer leur emprise sur la Norvège, mais la Kriegsmarine ne se relèvera jamais complètement des pertes de Narvik. Ils entrent en guerre contre les Alliés et le 22, la France signe l'armistice avec le Reich, qui va pouvoir ainsi disposer des bases maritimes et aériennes françaises pour opérer dans l'Atlantique, avec les Condors de la Luftwaffe et les sous-marins de Dönitz. L'une des clauses de cet armistice est également lourde de conséquences. La marine française doit en effet être internée dans ses propres ports. Craignant que ces puissants et splendides bâtiments soient utilisés par les forces de l'Axe contre les Alliés, le gouvernement britannique souhaiterait que les navires présents dans les ports d'Afrique du Nord soient désarmés. Devant le refus de Vichy, les vaisseaux anglais n'hésitent pas, le 3 juillet 1940, à ouvrir le feu sur la flotte ancrée dans le port de Mersel-Kébir, coulant plusieurs unités, en endommageant d'autres et tuant de nombreux marins. La Royal Navy a ainsi écrit une nouvelle page sanglante de l'histoire navale franco-britannique. L'entrée de l'Italie dans la guerre change immédiatement le rapport des forces en Méditerranée. Sa position géographique et le contrôle des ports libyens lui permettent de déployer ses forces à l'est ou à l'ouest en fonction des nécessités. La Royal Navy est donc obligée de répartir ses unités entre Alexandrie et Gibraltar. Si des escarmouches opposent parfois les deux adversaires, les Italiens ne recherchent pas l'affrontement avec les Anglais. Ils ne tiennent pas réellement les accès de l'Atlantique et de Suez. Mussolini pratique une stratégie essentiellement défensive. Il ordonne cependant le minage du détroit de Sicile, obligeant ainsi le trafic méditerranéen à passer à travers un étroit chenal facilement contrôlé par les sous-marins et les patrouilles aériennes. Cela gêne considérablement le ravitaillement des garnisons britanniques du Moyen-Orient et nécessite la protection de tous les convois marchands. Le 13 septembre 1940, les troupes italiennes attaquent en Égypte. Leur avance est stoppée par la résistance britannique qui, manquant de ravitaillement et de munitions, voit du même coup sa puissance de feu diminuer. Le matériel et les munitions de l'armée anglaise doivent en effet passer par le Cap, au sud de l'Afrique, afin d'éviter la marine italienne qui guette en Méditerranée. Le long délai nécessaire pour couvrir une pareille distance a des conséquences désastreuses en plein combat. Le cabinet de Londres doit trouver une solution. Celle qui va être retenue va changer le cours de la guerre.
Au matin du 11 novembre 1941, des navires de guerre britanniques, escortant un convoi destiné à Malte, font route vers la mer Ionienne. Le voyage se déroule sans incident. La flotte italienne, comprenant 6 navires de bataille, est à l'ancre dans le port de Tarente. À 9 h du soir, plusieurs escadrilles de bombardiers décollent du porte-avions Illustrius et se dirigent vers le port italien. 2 heures plus tard, Tarente est en flammes. Non seulement ses installations portuaires, mais les réservoirs de carburant. Le fracas des bombes est bientôt relayé par les explosions des torpilles sur les coques des navires à l'ancre. Une seconde vague de bombardiers arrive à minuit. Lorsqu'elle est passée, 3 cuirassés et 2 croiseurs gisent, fortement endommagés. Il faudra plusieurs mois pour les remettre en état, et l'un d'entre eux ne naviguera plus jamais. Depuis le milieu de l'été, la bataille d'Angleterre tenait la Grande-Bretagne sous la menace continuelle des attaques aériennes. Dans l'Atlantique, les U-boats coulaient de nombreux bâtiments marchands. L'invasion de la Grèce par l'Italie et la guerre en Afrique du Nord posaient de graves problèmes de ravitaillement aux Alliés. Dans un tel contexte, la victoire de Tarente revêtait une importance particulière. La mise hors de combat de la moitié du corps de bataille naval italien réduisait la menace pesant sur les convois en Méditerranée et permettait aux Alliés de renforcer leur position à Malte et en Égypte. Tarente est non seulement la première victoire alliée depuis la chute de la France, mais au-delà, il faut voir la stratégie qui a été appliquée pour l'obtenir. Depuis les Pentes, en 1571, les canons de gros calibre ont toujours joué un rôle déterminant dans toutes les grandes batailles navales. Les navires de guerre lancés après la Première Guerre mondiale sont pour la plupart un compromis entre un puissant armement et un blindage non moins puissant. Avec l'entrée du porte-avions sur le champ de bataille, s'ouvre une nouvelle ère de la guerre navale. Les événements en Méditerranée sont suivis avec attention par de nombreux observateurs. À l'autre bout du monde, notamment, les experts de la flotte japonaise impériale ont étudié dans le détail la bataille de Tarente. Eux aussi souhaitent pouvoir détruire un adversaire sans avoir à affronter les périls d'un engagement maritime classique. La bataille de Tarente devient pour eux un modèle dont ils vont s'inspirer pour concevoir leur futur plan d'attaque. À la fin de 1940, l'effort de guerre de l'Italie est durement touché. Ses troupes reculent en Afrique du Nord et piétinent en Grèce. Les forces alliées basées à Malte causent des pertes sévères au convoi de l'Axe. Et en janvier 1941, la Luftwaffe et l'aviation italienne lancent plusieurs attaques communes pour neutraliser l'île. En février, les troupes de Rommel arrivent en Libye et leur présence va changer le sort de la bataille en faveur de l'Axe. Elle va aussi accroître l'intérêt des Allemands pour le front méditerranéen. Si bien que lorsque les Britanniques envoient un important convoi de renforts de troupes vers la Grèce, sans que la marine italienne intervienne, Hitler envoie à Mussolini une demande pressante pour que ses troupes essaient d'intercepter les navires anglais. Le 27 mars, une force navale italienne importante, commandée par l'amiral Iachino et couverte par le 10e corps aérien allemand,
part à la recherche du convoi dans le secteur de la Crète. Les bâtiments anglais, sous les ordres de l'amiral Cunningham, ont quitté Alexandrie dans la nuit. Et à l'aube du 28, les deux navires amiraux sont au contact devant le cap Matapan. Les croiseurs britanniques manœuvrent sous le feu dans l'espoir d'attirer leurs adversaires sous leur propre batterie. Mais le commandant de la flotte italienne flaire le piège et, rompant le combat, il met le cap à l'ouest. Les navires italiens réussissent dans un premier temps à fuir. Mais dans l'après-midi, le croiseur Vittorio Veneto, qui porte la marque de l'amiral Iachino, est gravement endommagé par les avions torpilleurs du Formidable. À la nuit tombée, le croiseur Ajax, ayant repéré l'adversaire au radar, les Anglais ouvrent le feu et coulent les deux croiseurs Fiume et Zara, deux torpilleurs, le Carducci et l'Alfieri et deux destroyers. Un troisième croiseur, sévèrement atteint, est abandonné par son équipage qui reviendra à bord quelques heures plus tard. De nombreux marins ont été intoxiqués par des vapeurs toxiques venues de la salle des machines et des cales dans lesquelles était entreposé du vin. Le croiseur sera rattrapé par les Anglais et torpillé. La perte de ces gros bâtiments réduit sensiblement les possibilités d'interception de convois de la marine italienne. Le 6 avril, la Wehrmacht envahit la Grèce. Et le 11, le président américain Franklin Roosevelt décrète une zone de défense s'étendant de l'Islande à l'Afrique occidentale. L'objectif est de renforcer la protection du trafic maritime allié, notamment contre les sous-marins de la Kriegsmarine. Les violations de cette zone mèneront bientôt à l'entrée en guerre des États-Unis. Le 21 mai 1941, le cuirassé Bismarck, portant la marque de l'amiral Lutyens, quitte la mer de Norvège accompagné du croiseur lourd Prince Eugen pour une campagne contre les convois. Repérés par les Britanniques, les deux bâtiments sont pris en chasse par les croiseurs Suffolk et Norfolk, auxquels se joignent bientôt, venant de Scapa-Flow, les croiseurs Hood et Prince of Wales, ainsi que 4 destroyers. La bataille s'engage à l'aube du 24 mai, et dès les premières salves, le Bismarck endommage gravement le Prince of Wales et coule le Hood, portant la marque de l'amiral Holland. Mais le Bismarck avarié rompt le combat et fuit vers Saint-Nazaire. Poursuivi par le Suffolk et le Norfolk, auxquels se joignent plusieurs navires, dont le porte-avions Victorious et le croiseur King George V, attaqué par les avions du Victorious les 25 et 26 mai, le Bismarck est fortement touché par leurs torpilles. La bataille se poursuit dans la nuit contre les destroyers et, au matin du 27 mai, le Bismarck disparaît sous le feu du King George V, du Rodney et du Dorsetshire. Il n'y aura que 110 survivants sur les 2200 marins et officiers de l'un des orgueils de la Kriegsmarine. Durant tout l'été, les U-boats continuent à traquer les convois alliés dans l'Atlantique, coulant 61 navires en juin et 23 en juillet. La situation est de plus en plus tendue entre les forces de l'Axe et les États-Unis. Après un nouvel incident en septembre entre l'U-652, commandé par le lieutenant de vaisseau Fratz, et le destroyer Greer, du capitaine de corvette Frost, le président Roosevelt lance son ordre fameux aux forces navales américaines de la zone ouest, « Tirer à vue ». Malgré cela, les sous-marins poursuivent leur agression. En novembre, le porte-avions britannique Ark Royal est coulé par un U-boat à 25 milles de Malte et le croiseur australien Sydney est victime d'un raider allemand, bâtiment de commerce armé en guerre et naviguant sous pavillon hollandais. Le 26 du même mois, la flotte japonaise appareille. La guerre navale entre dans une nouvelle phase. Elle sera sans merci.
2 décembre, alors que les négociations diplomatiques entre les États-Unis et le Japon battent leur plein, la flotte japonaise du Pacifique reçoit un message codé. Gravissez le mont Nitaka. 2 jours plus tard, un second message parvient à toutes les ambassades japonaises de par le monde. Coup de vent sur l'Est, qui signifie l'état de guerre imminent entre Washington et Tokyo. À l'aube du 7 décembre 1941, après plusieurs mois d'entraînement intensif, les équipages de l'aéronavale japonaise se préparent à décoller du pont de 6 porte-avions de la force navale commandé par l'amiral Nagumo. À 6 heures du matin, heure locale, les premières vagues des 183 bombardiers en piqué, avions torpilleurs et chasseurs zéro, attaquent. S'inspirant de l'attaque de la Royal Navy sur Tarente, les Japonais espèrent anéantir la flotte américaine du Pacifique en un seul assaut. Peu après 8 heures, le leader des appareils nippons lance dans son micro le cri « Tora, Tora, Tora ». Ces formations, que les guetteurs américains n'ont pas détectées, arrivent en vue de Pearl Harbor, base principale de la flotte US dans le Pacifique. En quelques minutes, le port est submergé par des milliers de bombes et de torpilles. Les bases aériennes voisines sont mitraillées, empêchant ainsi toute riposte des pilotes américains. Comme à Tarente, la première vague est suivie d'une seconde. Les 360 appareils japonais engagés dans cette attaque surprise détruisent 15 navires de guerre et 159 avions. Les pertes humaines sont également très importantes, avec 2334 civils et militaires tués et plus de 1300 blessés. Le drame de Pearl Harbor, s'il prive temporairement les États-Unis des moyens suffisants pour affronter le Japon dans le Pacifique, est stratégiquement une erreur. Les 3 principaux porte-avions US, le Saratoga, l'Enterprise et le Lexington, étant alors en mer, aucun n'avait été touché. Quant aux bâtiments coulés dans les eaux peu profondes du port, ils vont pour la plupart être renfloués. Les Japonais avaient réussi ce que craignait le plus l'un de leurs principaux chefs militaires, l'amiral Yamamoto, réveiller un géant, jusqu'alors endormi. L'alliance entre les puissances de l'Axe et le Japon entraînait la guerre totale avec les États-Unis qui, sortant de leur isolement, vont orienter leur effort de guerre vers la production d'armes. Les craintes de Yamamoto vont être renforcées par les paroles de Winston Churchill. Le destin d'Hitler est scellé, celui de Mussolini également. Quant aux Japonais, ils seront réduits en poudre. À la même époque, les Japonais lancent leurs forces sur la Thaïlande et la Malaisie. Cette conquête nippone sur terre correspond à l'extension de sa domination sur mer. Trois jours après Pearl Harbor, les cuirassés britanniques Prince of Wales et Repulse sont coulés dans le sud de la mer de Chine, avec de nombreux bâtiments alliés. Au début de 1942, les Japonais contrôlent Manille et se préparent à attaquer les Indes orientales hollandaises. La guerre navale se généralise et les Alliés sont incapables de s'opposer à la flotte japonaise. En février 1942, les avions de l'Empire du Soleil Levant piquent sur l'Australie
et le 19 de ce mois, ils bombardent le port de Darwin. Le contrôle des innombrables îles et territoires du Pacifique dépend complètement de celui des océans. Japonais et Américains en sont persuadés, tout comme ils sont certains que ce contrôle ne pourra être assuré que si la flotte ennemie est anéantie. La volonté des Japonais est renforcée par les attaques lancées par les Américains contre plusieurs villes à partir de porte-avions de combat. L'effet psychologique sur l'opinion publique est considérable et détermine l'amirauté japonaise à affronter l'US Navy dans une bataille qui mènera à sa destruction. Contrôlant Singapour et avançant en Birmanie, les Japonais s'intéressent maintenant aux îles Salomon et à Port Moresby, en Nouvelle-Guinée. La relative proximité entre ce dernier port et l'Australie devrait pousser les Américains à intervenir. Le plan des Japonais est simple. Attendre leur adversaire avec une force composée de porte-avions et de troupes de débarquement qui prendront les bâtiments américains en tenaille et les détruiront. Deux jours plus tard, les appareils de reconnaissance des porte-avions japonais entrés dans la mer de Corail repèrent un croiseur et un porte-avions qu'ils identifient comme faisant partie de la flotte américaine. Les héros attaquent. Mais les bâtiments ne sont en réalité qu'un destroyer et un pétrolier. Au même moment, plusieurs croiseurs américains foncent à pleine machine pour intercepter la flotte japonaise en route pour Port Moresby. Ils sont bientôt attaqués par des avions nippons venant de la base de Rabaul. Quant aux porte-avions japonais, ils se retrouvent isolés, la plupart de leurs appareils étant en l'air. Les erreurs d'identification ne sont pas le fait des seuls Japonais. Les observateurs américains, eux aussi, confondent un après-midi un groupe de croiseurs et de destroyers ennemis avec des croiseurs et des porte-avions. Les appareils US décollent du porte-avions Yorktown sur cette fausse information, mais ont la chance de rencontrer en route un autre porte-avions, le Shaw. À 21h33, un message de victoire retentit dans la salle d'opération du Yorktown. Le Shaw est par le fond. Le matin suivant, la flotte américaine tombe dans le piège. Mais la perte du Shaw a privé les Japonais de l'une des pinces de la tenaille. Leur plan ne peut plus être exécuté. Les troupes d'invasion de Port Moresby doivent être retirées. Deux porte-avions continuent à patrouiller dans la mer de Corail. Les deux flottes sont maintenant séparées par 120 milles. Chasseurs américains et 0 japonais lancent simultanément leur attaque. Plus rapide, les Américains arrivent les premiers sur leur cible et parviennent à couler les deux porte-avions japonais. Ceux des Américains sont également touchés, notamment le Lexington, gravement endommagé par 4 torpilles et qui finit par couler à la fin de la journée. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre navale, deux flottes se sont affrontées sans même s'apercevoir. Les Américains ont perdu un porte-avions de grande taille, alors que les Japonais ne déplorent que celle d'un porte-avions d'escorte. Mais pour ces derniers, il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus. Ils ont en effet perdu de nombreux pilotes expérimentés, ont abandonné leur plan d'invasion et doivent retirer 2 autres porte-avions du service. Les conséquences de cette journée vont jouer un rôle important dans le tournant de la guerre du Pacifique. Une fois passés les événements de la mer de Corail, les Japonais, qui ne s'avouent pas battus,
se penchent une nouvelle fois sur la destruction de la flotte américaine. Leur objectif est cette fois-ci l'atoll de Midway, qui, une fois pris, constituerait une base lointaine pour attaquer la côte ouest des États-Unis, Hawaï et même le canal de Panama. Les Américains mettent bientôt l'île en état de défense. L'amiral Yamamoto conçoit un nouveau plan d'invasion. Dès le début, les estimations des Japonais sur la puissance des forces américaines sont fausses. Les conclusions tirées des opérations de la mer de Corail leur font penser que le seul porte-avions US non coulé est hors service pour plusieurs mois. Mais si le Yorktown avait en effet été gravement touché, et si les Américains eux-mêmes estimaient 90 jours nécessaires pour le remettre en état, il n'en faudra en réalité que 2 pour les 1500 marins galvanisés par l'importance de leur mission. Les services secrets américains, par comparaison, font des estimations beaucoup plus justes. Les sous-marins envoyés pour espionner les Japonais reviennent à Pearl Harbor 2 jours seulement après l'appareillage de la flotte impériale. Midway est transformée en véritable forteresse, hérissée de barbelés et de milliers de sacs de sable, protégée par une centaine d'avions qui permettent des reconnaissances à longue distance et une capacité importante de bombardement. À l'aube du 3 juin, une patrouille aérienne américaine localise les forces japonaises faisant route sur Midway. Dans l'après-midi, les bombardiers B-17 décollent de l'île et attaquent les bâtiments ennemis, sans toutefois les endommager. Ces bombardiers vont cependant jouer un rôle déterminant dans les heures à venir. À l'aube du lendemain, les 2 flottes manœuvrent, afin d'être prêtes à lancer leurs attaques aériennes. Sans connaître la position de la flotte américaine, les Japonais commencent l'assaut sur Midway. 1 heure plus tard, ayant repéré les porte-avions nippons d'où décollent les Zéros, les chasseurs américains, à leur tour, foncent sur leur cible. Les avions japonais rencontrent une forte résistance sur Midway. Une résistance qui leur coûte cher. La contre-attaque américaine contraint l'amiral Nagumo, commandant la force d'avant-garde, à monter un autre assaut. Les 108 avions du groupe de réserve, habituellement armés de torpilles, sont cette fois-ci équipés avec des bombes explosives. Ces appareils sont précisément en train de se réarmer lorsque les Japonais reçoivent les premiers renseignements sur les navires américains, renseignements incomplets, et qui ne mentionneront qu'au plus tard la présence de porte-avions. Il faut alors précipitamment rééquiper les avions avec des torpilles, seules armes adaptées à ce genre de combat. À ce moment précis, les porte-avions japonais présentent la plus grande confusion. Ponts encombrés, avions appontant et décollant. Jamais ils n'ont été aussi vulnérables. C'est alors qu'apparaissent les chasseurs américains. La première vague d'attaque ne tire pas un grand avantage de la situation. Manquant de coordination dans leurs mouvements, les chasseurs sont malmenés par les Zéros, qui abattent la presque totalité de leurs adversaires. La seconde, composée cette fois de 54 bombardiers en piqué, approche sans avoir été détectée et touche en quelques instants 3 des 4 porte-avions lourds, le Soryu, le Kaga et l'Akaki, le navire amiral de Nagumo qui a mené le raid contre Pearl Harbor. Les porte-avions prennent feu, les bombes ayant atteint les soutes à carburant et à munitions. Le 4e porte-avions japonais, le Hiryu, tente une attaque contre le Yorktown, mais il est lui-même repéré et coulé
par les bombardiers US. Ayant perdu 4 porte-avions et une centaine de chasseurs, les Japonais sont contraints à la retraite. Fortement avarié, le Yorktown est pris en remorque. Mais il est torpillé 2 jours plus tard par un sous-marin japonais, dernière victime de la bataille de Midway. Les pertes des Japonais à Midway les contraignent à changer de tactique. Ils vont désormais concentrer leurs efforts sur la consolidation de leur position et la mise en place d'une barrière d'îles fortifiée ayant pour objectif la protection de leur conquête. L'île de Guadalcanal devient ainsi leur première base aérienne dans les îles Salomon. Elle constitue pour les Américains une menace directe, menace à laquelle le général MacArthur et l'amiral Nimitz se préparent à répondre. Le 7 août 1942, 17 000 Marines débarquent par surprise, simultanément à Guadalcanal et à Tulagi. Ils prennent rapidement le contrôle de la base, mais ont des difficultés à s'y maintenir. Guadalcanal devient un objectif prioritaire pour les 2 adversaires. La zone terrestre est prise sous des tirs intensifs et continus. Quant à l'espace maritime de l'archipel, il est rapidement surnommé le carrefour des torpilles et le fond de ferraille. Le secteur présente les plus grands dangers pour tout bâtiment s'y aventurant. Quotidiennement s'y affrontent Américains et Japonais, bien résolus les uns comme les autres, à fortifier leur position aux dépens de l'adversaire. Le 26 octobre 1942 commence la plus importante bataille de l'archipel Salomon, connue sous le nom de bataille de Santa Cruz. Elle va opposer d'importants groupes de porte-avions qui lancent simultanément leurs appareils à l'assaut. Les Américains endommagent gravement, dès le début de l'engagement, 2 porte-avions japonais de la flotte de l'amiral Kondo. Les héros répliquent à leur tour et dévastent l'Enterprise et le Hornet, qui est bientôt torpillé et coulé. Les porte-avions des 2 camps sont si endommagés qu'ils vont être tous retirés du service. Les combats se poursuivent en novembre. Les Japonais y perdent 2 croiseurs de bataille et, tout comme leurs adversaires, un grand nombre de moyens et petits bâtiments. Les Japonais sont à bout de force et relâchent leur pression sur les îles Salomon. Pour les États-Unis, Guadalcanal représente un pas décisif dans la guerre du Pacifique. Celle-ci est désormais entre les mains des forces terrestres, des Marines. L'affrontement naval se déplace vers l'ouest, où le 8 novembre 1942, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. En réponse, les Allemands envahissent la zone libre. À Toulon, craignant de tomber entre leurs mains, la flotte française, aux ordres de l'amiral de Laborde, se saborde le 27 novembre, au moment même où les motocyclistes de la Wehrmacht arrivent sur les quais du port de guerre. Au printemps 1944, la Kriegsmarine change son chiffre secret, que la machine Enigma, mise au point par les Alliés, avait permis de percer. Les Anglo-Américains ne peuvent plus suivre les mouvements des U-boats qui relancent leurs attaques avec succès, coulant près de 143 000 tonnes en mars.
À Noël, la Royal Navy coule le Scharnhorst, l'un des derniers grands navires de bataille de la Kriegsmarine, qui rejoignait la route des convois dans l'Arctique. À la même époque, les villes et villages du sud de l'Angleterre commencent à voir arriver en masse troupes et matériels réunis pour ce qui va être la plus importante opération amphibie de la guerre, le débarquement en Normandie. Dans les ports s'entassent des milliers de bâtiments de tout tonnage. Ils vont constituer la plus formidable armada de l'histoire. Le 6 juin, à l'aube, elle approche des côtes de France. Alors que 140 000 hommes débarquent en Normandie, les événements se précipitent à nouveau dans le Pacifique. Les Américains sont passés à l'offensive, et cette fois-ci, les Japonais sont à leur tour contraints à la riposte. Le 11 juin, les bâtiments et les avions US attaquent les îles Mariannes, la principale base japonaise du secteur, point stratégique déterminant pour les troupes du Mikado. Celles-ci réagissent vivement à l'assaut des 5e et 7e flottes américaines, transportant 127 000 hommes, et des 800 avions qui attaquent la base de Tinian, Rota, Saipan et Guam. Un groupe de porte-avions nippons tente, devant les Philippines, de séparer la flotte américaine de ses bases aériennes. L'attaque des héros de l'amiral Ozawa débute le 19 juin, mais repérés par les radars, ils sont rapidement dispersés. Ceux qui échappent aux chasseurs sont abattus par la DCA des porte-avions. La seconde vague subit le même sort. Les appareils américains bombardent et mitraillent les bases japonaises, empêchant leurs adversaires de décoller. Les sous-marins accroissent les pertes en coulant 2 porte-avions. Une 3e vague nippone manque d'atteindre ses cibles, mais est détruite en vol par les chasseurs. Les 4e et 5e vagues n'ont pas plus de succès. Au crépuscule, les Américains lancent une nouvelle contre-attaque et torpillent un 3e porte-avions. À la fin de la journée, les Japonais ont perdu plus de 400 appareils et la bataille, qui sera surnommée le tir au pigeon des îles Mariannes. Plus jamais la marine impériale ne déploiera devant les Américains une force composée de porte-avions. Désormais libérée de toute attaque aérienne, la flotte américaine sillonne le Pacifique, disloquant peu à peu le dispositif des Japonais dans les îles. Les bombardiers à long rayon d'action partant des Mariannes atteignent maintenant le territoire japonais lui-même. En octobre, le général MacArthur, commandant en chef des forces US,
est bien près de réaliser la promesse faite au peuple des Philippines. Malgré leurs îles et leurs villes dévastées par les bombes, les Philippines vont représenter pour les Japonais une dernière opportunité d'endiguer les succès américains. Et pourtant, l'état-major impérial sait que sa force de porte-avions est pratiquement inopérante, surtout depuis la perte de nombreux pilotes au cours des derniers mois. Cette situation dramatique détermine deux stratégies opposées. Pour les uns, détenteurs de la doctrine officielle, le salut repose sur le plan Shogo, réunissant la totalité des bâtiments de guerre japonais subsistants. Pour les autres, la victoire dépend du sacrifice librement consenti des pilotes encore vivants et souvent hâtivement formés, pour qui le culte de l'empereur et de l'honneur guerrier passe avant tout. Les Américains vont désormais voir apparaître les fameux kamikazes, dont les premiers donnent leur vie en écrasant leur appareil sur leur objectif américain dans les jours précédant l'invasion de Leyte. Le 18 octobre 1944, 24 heures après le débarquement des Marines de MacArthur dans le golfe de Leyte, l'amiral Toyoda lance le plan Shogo 1 avec les deux escadres des amiraux Nishimura et Kurita, deux groupes de bataille et une force de 4 porte-avions sous les ordres de l'amiral Ozawa. Cette dernière doit jouer le rôle d'appât dans le golfe de Leyte afin d'attirer la 3e flotte US loin des îles. Les groupes de bataille pourront alors s'approcher de leurs adversaires et les détruire. La dernière grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale commence le 23 octobre. Les guetteurs américains repèrent la force de Kurita. Les sous-marins US coulent 2 croiseurs et en endommagent un 3e. Le lendemain à l'aube, les appareils de la 3e flotte attaquent l'escadre de Nishimura dans la mer de Sulu. Quant à la force de Kurita, attaquée sans répit toute la journée du 24, elle finit par faire demi-tour après avoir été gravement touchée. Au nord, l'amiral Ozawa subit un échec sévère en perdant 56 appareils sur les 76 lancés contre les Américains. C'est alors que ceux-ci font l'erreur de séparer leurs forces en deux. La 3e flotte de l'amiral Halsey fonce vers le nord à la rencontre d'Ozawa. La 7e, de l'amiral Kinkaid, va affronter seule, dans la nuit du 24 au 25, dans le détroit de Surigao, la flotte de Nishimura. Celle-ci est complètement défaite. C'est alors qu'apparaissent les bâtiments de l'escadre Kurita, qui débouchent en force face aux Américains victorieux, mais dont les munitions sont presque épuisées. La 3e flotte de l'amiral Halsey arrive à la rescousse après avoir coulé 3 porte-avions japonais au large du cap Engano. L'amiral Kurita, qui dispose encore de 4 cuirassés, 8 croiseurs et 11 destroyers, est attaqué par la force, pourtant beaucoup plus faible, de l'amiral Sprague, détaché de la 7e flotte. Sprague réussit à couler et à endommager plusieurs bâtiments japonais, tout en subissant lui-même des pertes sensibles. Mais devant la violence de ces attaques, Kurita pense se trouver devant les porte-avions de combat de la 3e flotte, et il fait demi-tour. Le 25 octobre, les kamikazes lancent leur première opération d'envergure contre les porte-avions de Sprague. Ils endommagent gravement le Kitkun Bay et le Kalinin Bay et coulent le Saint-Lô. Quant à Kurita, il est attaqué le 26 octobre et perd le croiseur Noshiro. La bataille de Leyte est terminée. Les Japonais n'ont pu atteindre leur objectif et ont perdu 300 000 tonnes contre 37 000 aux Américains. La victoire de ceux-ci est due à la fois à la supériorité de leurs forces, à la dispersion des escadres ennemies et à la confusion de certaines opérations. Après la bataille de Leyte, la marine impériale ne constitue plus une menace sérieuse. Les Américains vont pouvoir entreprendre la libération des Philippines et l'investissement de l'archipel japonais. La bataille du Pacifique aura mis en avant le rôle des porte-avions d'attaque, acteurs déterminants d'une nouvelle stratégie navale.